Dernière personne. Voilà. Ah, donc, c'est enregistré, donc bah, je vous le dis. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je ne suis pas sûre de vous connaître tous et toutes. Donc, moi, je m'appelle Odile Cluzel, je suis coach depuis 23 ans, thérapeute depuis plus récemment, depuis 3 ans. Et puis, je suis tombée dans la bassine de la PNL extrêmement quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais encore en école de commerce. Je me suis formée dans les années 90 et j'ai ensuite été enseignante en PNL depuis 2000. J'enseigne plus actuellement. Quoi vous dire sur moi? Le modèle de Hudson ce soir. Pourquoi le modèle de Hudson, de Frédéric Hudson? Parce que je trouve que c'est un beau modèle. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai préparé un sondage. Je vous ferai faire un sondage pour savoir qui le connaît et qui ne le connaît pas. C'est un beau modèle pour accompagner les personnes ou pour s'accompagner soi-même sur le changement au sens large. Moi, je me suis formée, c'était au cœur de ma formation de coaching en 2000. Et puis ensuite, je l'ai beaucoup enseigné. Dans un premier temps au dojo, je ne sais pas si c'est un organisme que vous connaissez, qui était l'organisme de Bernard Ivan et John Turner. Et puis aussi chez Repère, donc, puisqu'on a monté j'ai fait partie de l'équipe qui a monté le cursus de coaching chez Repère. C'est un modèle qu'on enseigne aussi chez Repère. Voilà, que vous dire d'autre? Je suis maman de deux charmants enfants. La PNL, pour moi, je me suis formée à beaucoup, beaucoup de choses, hein. Je me suis formée à Palo Alto, donc la systémique. Je suis formée à un certain nombre de modèles, ProcessCom, MBTI, Ennéagramme. Et en fait, à chaque fois, je reviens à la PNL. Donc, c'est vraiment mon cœur d'amour, hein. C'est vraiment. Et récemment, donc plus récemment, je me suis formée à l'EFT et aux techniques dites énergétiques. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié parce que c'était très complémentaire de la PNL. Donc, c'est vrai que André disait PNListe dans l'âme, je crois que je le suis. Je me dis pas que je fais de la PNL, c'est juste que ben, la PNL pour moi c'est une façon d'être au monde et donc ça se marie bien avec quelques. Moi je vous fais des liens avec ce que vous voulez quoi. Frédéric Hudson et PNL, oui pas de souci. EFT PNL, Ennéagramme et PNL, tout va bien ensemble, tout va avec la PNL dans tous les cas. Et donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment que ce soit un atelier, c'est-à-dire qu'on puisse partager sur ce qu'est ce modèle. J'ai préparé un exercice à vous faire faire et puis ensuite des Oula, questions-réponses. Et oula. j'entends du bruit là. Donc, je veux bien que vous éteigniez vos micros quand je parle et puis vous les rallumez voilà, et vous les rallumez quand vous avez des questions. Voilà, me concernant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. C'est quoi le FT? C'est l'Emotional Freedom Therapy. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle qui est basée sur du tapping. Donc, si vous l'avez déjà vu, en fait, on va taper des points d'acupuncture tout ça vient en fait, c'est à la base des thérapies comportementales et cognitives qui sont très proches de la PNL et de la médecine chinoise traditionnelle. Donc, il s'agit de taper sur des points d'acupuncture en même temps par exemple, on a peur pour traiter une phobie, hein, en EFT, on va imaginer, par exemple, j'ai peur d'une araignée, on va imaginer l'araignée, on va imaginer la peur qu'on a et en même temps, on va faire ce qu'on appelle une ronde, c'est-à-dire on va taper sur des points d'acupuncture en acupression et on va petit à petit faire descendre la peur. Donc là, je le fais en version super rapide, mais du coup, si vous ne connaissez pas l'EFT, allez voir, il y a plein de tutos sur YouTube. Et alors, c'est très, très accessible en PNL parce que ça suit des protocoles que nous, on a d'habitude. Des protocoles de dissociation, double dissociation, et on fait de l'EFT dessus en plus. Donc, c'est passionnant. J'avais fait en fait une conférence EFT PNL avec Pascaline, c'était il y a au moins 3 ans, hein, André, sous ton contrôle. Vous retrouverez peut-être l'enregistrement.
l'EFT, c'est passionnant. Bon, mais là, ce soir, c'est le Hudson. Oui, 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 oui. Ça Merci va, Brigitte, c'est bon? beaucoup, Odile. Super. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre parce que quand je suis partie, on ne me retient plus. Et donc, là, je vois qu'il y a encore un petit peu de monde qui arrive. Et ce que je vous propose, c'est du coup, pour que moi... Ah, il y a Fatia qui Ah, a levé tiens, la main. tout à fait. Bonsoir. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, vous n'enseignez plus la PNL, c'est ça? Actuellement, j'enseigne plus la PNL dans un institut, non. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'est l'orientation finalement que vous avez prise qui vous a mené sur d'autres... Qu'est-ce qui fait que quand on est aussi... Parce que vous dites pas PNL partout, moi PNListe, et c'est vrai que c'est une philosophie de vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on met la PNL de côté alors que ça se marie avec tout? Ah non, je ne mets pas la PNL de côté, je mets l'enseignement de la PNL de côté, ce qui n'est pas du tout la même D'accord. chose. Et oui, c'est une raison personnelle, parce que moi j'habite dans les Yvelines, et que quand je fais des interventions à Paris, ça me fait rentrer à 20 heures, et que j'ai un fils qui a besoin que je sois à la maison plus près, enfin plus tôt. D'accord. Et donc j'ai arrêté toutes mes activités quasiment à Paris. J'ai gardé très peu d'interventions sur Paris, donc j'ai arrêté totalement l'activité repère il y a 2 ans maintenant, je crois. Enfin, les années passent tellement vite que j'ai arrêté aussi d'intervenir à Paris 8 où j'intervenais en DU pratique du coaching pour les mêmes raisons et j'ai juste gardé pour l'instant le DU exécutif coaching de Paris-Cergy en fait. Entendu, d'accord. Donc la PNL reste. Merci d'avoir reformulé, parce que effectivement, je n'avais pas compris ça comme ça. Voilà, donc non, mais en fait, l'enseignement de la PNL, c'est quand même très spécifique, hein. Et ça se fait plutôt dans des instituts qui ont suffisamment de personnes à former. Par contre, vivre la PNL au quotidien, ça, on n'a pas besoin d'être enseignant, on peut être formé. À partir du moment où ça vous plaît, la PNL, voilà. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis souvent. On me dit, tu fais de la PNL. Je dis, non, je ne fais pas de la PNL. C'est naturel, vous voyez. Enfin, je suppose que vous aussi. C'est la PNL, on la respire. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. C'est naturel, vous voyez. On ne se dit pas, on fait de la PNL. Ben non, c'est comme ça, par exemple. Ouais. Alors moi, j'avais entendu qu'on manquait de formateurs. Donc, un petit peu la raison pour laquelle je posais la question et que c'est quelque chose à quoi j'aspire. Donc, votre expérience me permet, moi, de me faire aussi ma propre réflexion. Merci. Merci, Fatia. D'autres questions avant que je vous présente le... Ah bah non, je voulais vous montrer le sondage quand même. Est-ce que vous avez des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois, allez, vendu. Alors, je voudrais... Moi, ça, le sondage, c'est pour moi, pour savoir en fait quelles sont vos attentes par rapport à cet atelier. Donc, vous devez... Est-ce que c'est affiché là? Donc, si c'est affiché, il y a 3 questions. Connaissez-vous déjà le cycle de changement? Oui, oui, je l'utilise déjà dans ma pratique. Non, pas du tout. Pourquoi vous êtes-vous inscrite à cet atelier, conférence? Là, vous pouvez répondre plusieurs choses, par curiosité, par intérêt, pour approfondir mes connaissances, pour me positionner sur le cycle, pour faire des hypothèses de positionnement pour d'autres ou autres. Et puis votre métier, là aussi, c'est pour moi, pour savoir ce qu'il en est. Donc, management, formation, accompagnement, médiation, expert technique, commerce, gestion de projet, autres. Voilà, donc si vous voulez bien remplir, ça va me permettre, moi, de savoir quelles sont vos attentes sur cette conférence, cet atelier. Alors, nous avons 22 personnes sur 27 qui ont participé. 25. On va faire comme dans les pronostics, vous savez. Je suis désolée, je crois que j'ai envoyé avant d'avoir fini de remplir, mais c'est C'est pas pas grave. grave, ne vous en faites pas. Donc, du coup, voilà. 25 sur 27. Est-ce qu'il y a encore 2 personnes qui voudraient participer? Des fois, je sais qu'il y a des difficultés suivant si vous êtes sur tablette ou téléphone. Donc, des fois, c'est pas possible. Donc, c'est bon pour tout le monde, là? Faites-moi signe de tête. C'est bon? Alors, je mets fin au sondage et comme ça, je vais vous partager les résultats. Est-ce que vous les voyez? Oui?
Alors, connaissez-vous déjà le cycle de changement? Donc là, on a quand même 72% de personnes qui connaissent, plus 8%, ça me fait 80% qui connaissent le cycle de changement, d'accord? Et quand même 5 personnes qui ne le connaissent pas. Donc, je vais le réexpliquer. Pourquoi vous êtes-vous inscrite à cette conférence atelier? Donc, par curiosité, par intérêt, pour approfondir mes connaissances, pour me positionner sur le cycle, pour faire des hypothèses de positionnement pour d'autres et autres. Alors, du coup, qui a répondu autre? Là, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes-vous inscrite à cette conférence atelier? Vous avez répondu autre. C'est quoi l'autre? La réponse? Vous reconnaissez, c'est Mylène? Oui, voilà, oui, c'est moi. Eh ben, c'est parce que c'est toi qui le fais. Oh, alors là, Mylène, c'est trop gentil, hein. Ah ben, non. Ah, je me suis inscrite parce que c'est toi qui le faisais. Allez, gros bisous, hein. Et alors, votre métier, bon, beaucoup de gens dans l'accompagnement, 2 personnes en management, formation 5, conseil 1, médiation 1, expert technique 1 et autres. Les personnes qui sont mises en autre, là, sur les métiers, qu'est-ce que vous... Il y a 3 personnes là qui font un autre métier. Est-ce que vous voulez me dire quel métier vous faites, hein? Je ne vois pas trop qui c'est. Non? Eh bien, écoutez, on va faire avec. Donc, quand même, beaucoup de personnes dans l'accompagnement et beaucoup qui connaissent déjà le cycle de changement. Nickel. Alors, je vous montre ce que j'ai prévu. Et puis, l'idée, c'est vraiment que ça soit interactif. Donc, que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse partager nos expériences. Donc, je vous montre le PowerPoint. Voilà. Je vais essayer de le passer en diaporama. Se repérer sur le cycle de changement à l'âge adulte de Frédéric Hudson. OK. Donc, vous le voyez? C'est bon? Alors, donc, je vais faire une présentation du cycle de changement. Donc, peut-être un peu rapide pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être un peu lente pour ceux qui connaissent. Et l'idée, c'est d'apprendre à se repérer sur ce cycle avec les 4 cadrans et les 4 repères clés que je vais vous proposer. L'idée, c'est aussi de faire un exercice pour essayer de se repérer, j'allais dire, spatialement et avec le corps. Et donc, discuter avec vous sur le fait d'accompagner avec ce modèle. Alors voilà, ça c'est le plan. Je regarde parce que je vois que il y a des discussions. Donc on a, d'accord, on a coach professionnel et en ressources humaines. OK. Donc cycle de changement à l'âge adulte, est-ce que vous connaissez l'histoire? Ah, vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire du cycle de changement? C'est qui Frédéric Hudson? Est-ce que vous savez? Faut rallumer vos... Si vous voulez répondre, il faut rallumer J'aimerais que tu nous Le dises. cycle avec les 4 saisons. les 4 saisons. Ouais. Non, mais Frédéric Hudson, c'est qui ce monsieur-là? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Il y a des gens qui savent qui c'est? Si, mais je ne saurais pas reformuler, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et Stéphane? Moi, j'ai oublié. Bah oui, bah en Il fait, est psy quelque chose. Non? bah non. Bah non. Ah, zut. Donc, en fait, dans l'histoire, je vais repartager. Donc, dans les années 80, Frédéric Hudson, c'est un expert en formation et en développement des adultes. Et il est professeur à l'Université de Columbia. Et en fait, il va publier dans les années 80 un bouquin qui s'appelle The Adult Years. Et The Adult Years, ça reprend en fait les grands repères du passage à l'âge adulte et le cycle de changement, ce qu'on va appeler le cycle de changement. Donc, c'est quand même assez... à l'époque, c'est assez novateur. Aujourd'hui, on en a entendu parler depuis longtemps. On parle des années 80 quand même, hein. À l'époque, c'est assez novateur parce qu'on est à la fin d'une période où il existait un certain nombre de repères qui fonctionnaient très bien. Et on entrait dans les années 90, qui ont été comme une période de changement majeur. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu jeunes pour s'en rappeler, mais globalement, les années 90, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi j'ai commencé à travailler à ce moment-là. On se retrouve avec des personnes dans les entreprises à qui on demande de chercher du travail, par exemple, alors qu'elles sont dans l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc, on est dans cette période où le chômage est assez fort et donc il y a un changement de repère.
Et comment il s'appelle? Frédéric Hudson, lui, se dit, mais finalement, on a typologisé le changement pour les enfants, puisqu'on a un cycle de changement des petits-enfants, des adolescents, mais on n'a pas typologisé le changement à l'âge adulte. Et donc, son bouquin The Adult Years, vraiment cherche à créer des typologies qui permettent aux personnes de se repérer dans le changement à l'âge adulte. Et il a été, alors certains disent, fondateur du coaching, de l'accompagnement du coaching au travers de ces cycles de changement. Donc, hop, je continue l'historique. Dans les années 2000, le modèle est repris par Bernard Evans et Jen Turner, qui vont publier Construire sa vie adulte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme livre. Après, c'est devenu 9 bonnes raisons de... Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Les 9 façons de construire sa vie adulte. Donc, si vous voulez ensuite reprendre le cycle de changement à l'âge adulte, en français, ça a été essentiellement repris dans les livres de Bernard Evans et Jen Turner. Comment il s'appelle il n'a jamais publié en français, Frédéric Hudson. Alors, pour la petite histoire quand même, j'ai acheté son bouquin quand j'ai quitté le dojo parce que je voulais pouvoir justement en parler sans être nécessairement dans le modèle. Et ce bouquin, qui est donc le bouquin The Adult Years, eh ben, il n'y a pas grand-chose, quoi, hein. Donc, on peut rendre hommage à Bernard Evans et Jen Turner qui ont vraiment déployé ce modèle-là en donnant énormément d'exemples dans leurs livres. Alors que là, dans son bouquin, lui, c'était quand même plus des rappels d'études. Donc, si vous devez lire quelque chose, je vous conseille les livres de Evans Turner qui sont toujours publiés chez Interédition. Alors, dans l'histoire, donc, je vous parlais tout à l'heure, je vais arrêter un peu le partage de minutes, hein. Je vous parlais des anciens principes et des nouveaux principes, c'est-à-dire que quand il publie Hudson, on passe de ce qu'il appelle des anciens principes vers des nouveaux principes. Donc, je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui connaissent déjà le cycle de changement, si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire que dans les années 80, on est encore à une période charnière où, quand vous travaillez dur et longtemps, à un moment, vous évoluez et puis vous montez les échelons dans l'entreprise et tout se passe bien. Et on se retrouve à ce moment-là, donc on est dans ce qu'il appelle le principe de constance. Si vous êtes constant dans vos efforts, que vous travaillez dur, il y a une certaine linéarité dans le parcours, en fait. Alors, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Donc, ça, c'est ce qu'il appelle les anciens principes, qui, en réalité, à partir des années 80-90, ne fonctionnent plus. On se retrouve avec des personnes donc, c'est pas parce que j'ai travaillé dur, que j'ai sacrifié ma vie pour l'entreprise ou l'organisation, que je vais automatiquement être récompensée. Donc, les nouveaux principes sont basés sur le principe de cycle, hein, c'est-à-dire qu'il y a des cycles qu'il va falloir se renouveler. Donc là, je vous les ai mis. Donc, de la linéarité, on passe à des cycles. Les anciens principes, c'est que avant le dehors, c'est-à-dire que la société définissait ce qui avait lieu de faire. Par exemple, je suis médecin, tu seras médecin, mon fils ou ma fille. Alors qu'on passe dans les années 90 dans des principes du dedans-dehors, c'est-à-dire que c'est moi comme je suis et ce que je veux qui va définir le métier que je vais faire. Donc là, aujourd'hui, quand je vous en parle, ça paraît une évidence, surtout qu'on est dans des injonctions sociétales maintenant de développe-toi toi-même, quoi, hein. Mais à l'époque, c'était quand même très novateur. Dans les anciens principes, on retrouve aussi l'apprentissage. Donc, avant les années, on va dire 80, on apprenait en fait enfant, jeune adulte, et puis ensuite on apprenait pour la vie. Alors qu'à partir des années 90, on se retrouve avec de l'apprentissage de façon permanente, hein, tout au long de la vie. Donc, ça aussi, c'est évident pour nous maintenant. Et de l'ancien principe de la constance, on passe au principe de changement perpétuel. Donc là, je vous l'ai remis, c'est plus pour vous dire que c'était un contexte, vous voyez. On est quand même en 2023, c'est-à-dire que c'est quelque chose maintenant qui a, ça a 30 ans, quoi, hein. Et en même temps, le cycle de changement, il est encore d'actualité.
Alors, est-ce que vous avez des questions là où on en est? Donc ça, c'était le contexte, l'historique de la création de ce cycle. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors du coup, je vous montre maintenant le cycle de changement. La règle. Bonsoir. Alors, si ça veut bien apparaître. Vous le voyez? Alors, le cycle de changement à l'âge adulte, alors là, je l'ai remasterisé parce que mes diapos étaient très moches. Donc, ça commence au départ, c'est de dire... Pardon? Oui? Bah oui. Bah oui, je devais passer hier, mais j'ai pas le temps. Alors, je veux bien que vous Merci beaucoup. le micro. À bientôt. Au revoir. Attendez, je vais arrêter 2 minutes. Je vais vérifier, s'il vous plaît, éteignez les micros. Merci. Alors, donc, voilà le cycle de changement. On a, il le commence à l'étape 1. Donc, au départ, alors on va parler de projet. Dans le vocabulaire, c'est peut-être le plus simple. Donc, au départ de tout projet, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet familial, il y a au commencement le rêve. C'est-à-dire que chacun de nous a un rêve à la base du projet, quel qu'il soit. Et donc, ce rêve, petit à petit, va prendre forme au travers d'un plan. Si on prend par exemple un jeune adulte qui commence dans le milieu du travail, il a le rêve de devenir, je ne sais pas, chef ou manager ou directeur dans son métier. Et petit à petit, donc, il va planifier et une fois qu'on a notre rêve, on va lancer en fait l'action. Donc, l'étape 1, c'est le rêve, la planification. L'étape 2, c'est le lancement. On passe à l'action, on projette le rêve dans la réalité et on met en œuvre donc les actions qui vont nous permettre de déployer notre projet professionnel, par exemple. Donc, une fois que ce projet professionnel il est déployé, je vais rester sur le projet professionnel au début, c'est plus simple. On arrive à la phase plateau. Donc, la phase plateau, c'est lorsqu'on est dans une fonction, voilà, on a des objectifs, on sait les atteindre. Quand il y a des problèmes, on les résout et tout se passe bien. Donc, c'est l'étape 1, 2, 3 sont un peu les étapes dans lesquelles on aimerait tout le temps vivre. Voilà, j'aimerais avoir des projets, les lancer et puis les vivre pleinement et puis les renouveler de façon à tout dans cet alignement, puisqu'on verra tout à l'heure que 1, 2, 3 s'appelle l'alignement. Il y a une belle énergie, la personne elle est donc synchronisée, elle sait où elle va, elle sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait et donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, la difficulté, c'est que donc, tout ce cadre-là, 1, 2, 3, ça peut durer quelques années. Et à un moment, pour une raison X ou Y, donc on est en phase plateau, et il y a un couac. Donc, soit la difficulté peut venir de l'extérieur, par exemple, on me dit, on me change de poste, on licencie la personne, mais la difficulté, le déclencheur, pour parler en PNL, peut venir aussi de l'intérieur. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait plus tout à fait pourquoi elle fait ce qu'elle fait, quoi. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné il y a vraiment un certain nombre d'années un dirigeant qui me demande donc de faire un coaching avec moi. Et une de ses premières phrases, c'est « Écoutez, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin ». Il avait monté son entreprise, ça fonctionnait très bien, ça faisait 10 ans en fait que ça fonctionnait très bien. Il allait fêter les 10 ans de son entreprise et brusquement, il ne sait plus pourquoi il se lève le matin alors qu'il n'y a pas de problème majeur. Donc, nos grands-parents auraient appelé ça la crise existentielle. Et là, le déclencheur, il est interne. Donc, on est en phase plateau. Un déclencheur externe ou un déclencheur interne nous amène dans une désynchronisation. On va se retrouver à ne plus être tout à fait aligné avec ce qu'on fait. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus le même sens. Il y a des émotions qui arrivent qui sont des émotions peut-être d'ennui. On le retrouve chez les jeunes parce que chez les jeunes, on voit que les cycles sont plus rapides. Ça peut être aussi, il se passe des choses et je ne suis pas d'accord, donc je suis en colère,
où j'ai peur de me faire licencier. Je ne suis pas encore licenciée, mais j'ai peur. Donc des émotions qui arrivent et qui vont en fait perturber cette phase plateau. Et je dirais que notre première réaction quand on est là-dedans, c'est de vouloir faire en sorte que la fête dure, quoi, de vouloir rallumer les lampions. Et donc, rallumer les lampions, ça signifie, je vais essayer de retrouver des nouveaux projets. Bon, je m'ennuie, mais c'est pas grave. Je vais trouver des nouveaux projets, je vais changer d'interlocuteur, je vais aller me former à quelque chose. Mais en fait, non, il n'y a rien à faire. Je suis plus à ce que je fais. Et il va falloir que je rentre dans l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'étape 4 que vous voyez là, et que Hudson a appelé le marasme, gérer le marasme. Donc le marasme, ça, c'est le seul endroit où il ne fait pas bon vivre dans le cycle. C'est un moment où on n'est pas aligné avec soi-même, où on se sent pas satisfait globalement. On peut être dans des conflits internes, vouloir faire quelque chose et son contraire, avoir des difficultés à prendre des décisions. Et puis, globalement, on peut, si on reste dans le marasme, aller vers du burn-out quand même, hein, parce que en parallèle, la vie professionnelle mène sa vie et on nous demande toujours autant de résultats, etc. Et donc, pour sortir du marasme, ce qu'il a typologisé, c'est qu'il y a lieu de trier, classer. Et ça, pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement, c'est ce qu'on fait avec les clients. Quand ils vont pas bien, hein, on leur demande qu'est-ce que vous ne voulez plus. Alors, c'est vrai qu'en PNL, on leur demande qu'est-ce que vous ne voulez, qu'est-ce que voulez-vous? Voilà, je vais le dire en français. Avec le modèle Dodson, on peut dire qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et donc, du coup, se retrouver avec des listes de tout ce que la personne ne veut plus, tout ce que je ne veux plus, qui automatiquement vont donner un moment, par effet de contraste, ce que je veux. Et une fois que j'ai trié, classé ce que je veux plus de cette période qui ne me convient pas, et là, typologiser l'étape 6, la fin, dire adieu, parce qu'effectivement, il va falloir restructurer. Si dans mon métier, ça se passe mal, si mes projets ne me conviennent plus, si ma hiérarchie ne me convient plus, il va falloir que je prenne des décisions et que je lâche ce qui ne me convient plus. Et là, quand vous êtes à l'étape 6, il y a deux possibilités. Et on n'est pas vraiment dans des possibilités conscientes. On est plutôt dans des possibilités non conscientes. Soit la personne est encore avec un rêve. Par exemple, moi, je me rappelle, je voulais être DRH. Et le premier poste de ressources humaines que j'ai occupé, voilà, j'arrive à la phase plateau, à un moment, ça ne va plus parce que vraiment, ce qu'on me propose ne me convient plus. Je trie, je classe ce que je ne veux plus et je décide de changer de poste. Mais mon rêve d'être DRH, par exemple, il n'était pas encore arrivé en réalisation. Et donc, du coup, vous allez vers l'étape 7 à ce moment-là, quand le rêve est toujours là, on va restructurer. Et il a appelé ça la mini-transition. Alors, mini-transition, c'est ennuyeux dans le terme, parce que la réalité, c'est que c'est quand même une vraie transition. Vous voyez, si vous avez un poste à lâcher, il va falloir rechercher un autre poste, quitter le poste dans lequel vous êtes. Donc, ce n'est pas mini, c'est une vraie transition. L'idée, c'est de dire, on poursuit toujours le même rêve. Et donc, si je suis en mini-transition, je vais restructurer pour de nouveau poursuivre le rêve, lancer pour repartir sur une phase plateau. OK? Par contre, des fois, on arrive à la fin d'une période. Donc, on est en étape 6 et ce qu'on faisait n'avait plus de sens. Par exemple, mon fameux directeur général, qui avait des valeurs extrêmement fortes de performance et de résultats, et qui, au bout de 10 ans, toutes ces valeurs sont satisfaites et arrivent de nouvelles valeurs. Donc, c'est plutôt une crise de sens. C'est souvent des modifications de valeurs. Alors, ça peut arriver aussi avec, par exemple, la maladie. Quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est malade dans notre entourage ou un décès. Ça nous amène en fait dans un niveau de sens qui est différent et qui, du coup, va nous amener vers ce qu'il appelle la grande transition.
Donc, la grande transition, c'est l'étape 8 que vous voyez en dessous de la fin. On va rentrer dans une étape de cocooning où l'idée, c'est de se tourner vers l'intérieur pour se retrouver soi, en fait, et retrouver ses valeurs fondamentales. Donc, l'étape de cocooning, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, hein. Donc, ce cycle-là, il est interne, d'accord? Il est dans la neurologie de la personne, dans sa vision du monde. Mais toutes les étapes peuvent être faites en travaillant ou en ne travaillant pas d'ailleurs. Donc, l'étape de cocooning, c'est une étape où la personne va dire « Stop, j'ai besoin d'être tranquille, de me retrouver moi, de savoir où suis-je, où vais-je, sur quelle étagère. » Donc, c'est des moments où on a vraiment envie qu'on nous laisse tranquille. On ne cherche pas nécessairement l'interactivité. On va faire ce qu'on a à faire à l'extérieur, mais on a besoin de se retrouver à l'intérieur. Et cette période de cocooning, elle peut être stressante pour un certain nombre de personnes. Déjà parce que socialement, on va dire bah, qu'est-ce que tu as? Tu es déprimé? Voilà. Et puis parce que l'environnement, quand il nous voit dire non, non, je ne veux pas aller au cinéma, je veux juste lire un bouquin, je veux écouter des podcasts ou des choses de ce type-là, va s'inquiéter en disant mais qu'est-ce qui se passe? Va voir le médecin, peut-être que tu es en déprime. Donc le cocooning, c'est un moment important et qui n'est pas toujours facile à vivre pour la personne et ou son environnement. Et une fois qu'on a passé suffisamment de temps en cocooning, et là vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Dans vos questions, je suis sûre qu'il y a combien de temps reste en cocooning? Ben, moi, ce que j'ai vu, parce que ça fait quand même maintenant un certain temps que j'utilise ce modèle-là, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas égaux et que les jeunes, par exemple, restent en cocooning souvent moins longtemps quand même que quelqu'un qui arrive à 50 ans, qui ne s'est jamais accordé de cocooning et qui va avoir besoin de cocooning. Donc, le cocooning, ça dure un certain temps. Ce n'est pas une histoire de jours, c'est quand même une histoire de mois, à mon sens. Donc, on ne va pas dire, ah bah tiens, j'ai fait mon cocooning juste parce que le mercredi, on s'est mis sous la couette. Hein. Ce n'est pas suffisant. C'est vraiment une période d'introversion, d'intériorisation. Et à un moment, ben, naturellement, l'énergie revient. Comme après l'expire, l'inspire revient. Et on se retrouve en étape 9, en renouvellement de soi, en confiance, en joie, en autosuffisance. Alors là, j'ai vraiment traduit le bouquin d'Hudson, c'est-à-dire en autonomie, hein, avec envie de sortir de nouveau. Et de sortir de nouveau pour faire des choses nouvelles. Et ça, c'est vraiment très important, parce que l'étape 10, ensuite, c'est l'étape de l'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est expérimenter, gérer des réseaux, rentrer dans une zone de créativité, faire des nouvelles choses, explorer le monde de nouveau. En expérimentation, on a envie de faire tout et son contraire. On a envie de faire des nouvelles activités, on a envie de voir des nouvelles personnes. Et ça peut être extrêmement différent. Ce qui fait que l'environnement personnel peut être un peu perturbé de nous voir partir un peu dans tous les sens, quoi. Et l'intérêt de l'expérimentation, c'est qu'en fait, on sort de nouveau, on va faire essai-erreur. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ah bah tiens, je vais me former au coaching. Ah bah ça me plaît. Mais ça peut être, je vais me former au coaching, bah en fait, ça ne me plaît pas. D'accord? Donc, dans l'étape d'expérimentation, c'est pas pour de vrai dans notre tête. Si on est lucide avec soi-même, il n'y a pas d'engagement dans la durée. Il y a envie, il y a vraiment beaucoup d'énergie, il y a un côté feu d'artifice dans ces moments-là. C'est une très belle période à vivre. La difficulté, c'est d'éviter que ça parte trop dans tous les sens. Mais quand on se laisse vivre l'expérimentation, l'intérêt, c'est que ça nous permet de vivre des expériences qui vont nous donner comme un morceau de puzzle, vous voyez. Et au fur et à mesure de ce que j'expérimente, je vais me dire, bah, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup, et le rêve va commencer à apparaître. Donc, le rêve va commencer à apparaître à partir de l'expérimentation, à partir des envies, à partir de ce qui nous convient, et on va pouvoir de nouveau rêver, de nouveau planifier le prochain chapitre. Pour moi, c'est un beau modèle de coaching de vie,
hein, pas nécessairement que de coaching professionnel, parce qu'on peut le raisonner donc en termes de coaching de vie. Et le rêve, ça peut être équilibrer mes domaines de vie, par exemple, et avoir une vie professionnelle équilibrée, une vie familiale, une vie personnelle, une vie sociale, et lancer de nouveau ce projet pour atteindre la phase plateau un certain nombre d'années, pour un jour retomber dans le marasme, parce que c'est un cycle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où voilà, on aimerait bien économiser. Non, quand ça va plus, plutôt que de vouloir absolument raccrocher la phase précédente, il y a lieu de lâcher, de rentrer dans la phase suivante, de la gérer le plus rapidement possible quand c'est le marasme notamment, de trier, classer, de dire adieu à ce qu'on a à dire adieu pour restructurer d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vais arrêter le partage pour vous voir et puis pour voir les questions que vous pourriez avoir. Donc, c'est une présentation. Alors, pour ceux déjà qui ne connaissaient pas, est-ce que vous avez des questions? Je vais voir dans la discussion si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Stéphane, moi je connais le modèle parce que j'ai été formé à l'Institut Repère, donc on nous l'a présenté. Voilà. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. La question c'est comment est-ce qu'on l'utilise concrètement, pratiquement dans le coaching, à part peut-être demander à la personne de se situer sur le modèle? Alors, l'intérêt de l'utilisation en coaching, ça va être de faire des hypothèses. On fait des hypothèses sur où est la personne, d'accord? Et ensuite, en tant que coach, on a un vrai rôle à jouer pour aider la personne à passer d'un cadran à l'autre. Donc, je vais avancer, Stéphane, sur la slide d'après. Hein, je vais vous présenter les cadrans. Et puis, du coup, on reviendra comme ça sur votre question. Ça vous va? Oui, Est-ce que très vous bien, avez, merci. est-ce que vous avez des questions sur le modèle? Et après, je prendrai les questions, après les cadrans, je prendrai les questions sur l'accompagnement avec ce modèle. Très bien, merci. Non? Ça roule? Tout le monde a compris? Eh ben, nickel. Donc, Ce que je retiens, moi, de ce modèle, c'est que le client est en recherche et le rôle du coach, c'est de l'accompagner et de lui permettre d'effectuer cette recherche, qu'il ne se sente pas perdu, parce qu'il est en plein dans un marasme terrible et il pourrait très facilement perdre confiance en lui et en la situation. d'accord. Merci André. Bah, du coup, je vais répondre quand même partiellement à la question dans ces cas-là. Donc, les clients, quand ils viennent nous voir, à 80%, ils sont en marasme. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont en désynchronisation. Quand un client il est en marasme, très naturellement, la PNL aide à passer dans trier classé. D'accord? Le rôle du coach, donc, c'est d'aider à trier classé, mais surtout d'aider à dire adieu. Or, ce qui est présupposé dans dire adieu, c'est qu'on a pris la décision de dire adieu. Donc, dans ce cadran 4, 5, 6, le rôle du coach ou de l'accompagneur, la personne qui accompagne, ça va être d'aider à prioriser ce qu'il y a lieu de lâcher et de prendre la décision de lâcher. Et la fin, dire adieu, dit comme ça paraît simple, mais il y a des vraies difficultés pour les personnes qui sont accompagnées à dire adieu. Parce que quoi? Dites-moi. Allez, on est chez les PNListes, on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à dire adieu? Est-ce que vous savez? C'est la difficulté du changement. Oui, et donc du coup, c'est quoi? L'homéostasie. Oui, l'homéostasie. Et en PNL, on appelle ça comment? L'écologie? Exactement. C'est l'écologie. Donc, en fait, dans cette période 4, 5, 6, le rôle du coach,
ça va être d'aller vérifier l'écologie du changement et l'écologie de lâcher aussi. Parce que je donne un exemple, pour vous donner des exemples. Une fois, j'ai une personne qui vient me voir et elle me dit, voilà, elle avait une 50aine d'années, elle était mère célibataire avec un enfant adolescent à charge. Elle était responsable de formation, je crois, et elle venait parce qu'elle voulait changer d'entreprise. Donc, on fait la liste de tout ce qui ne lui convenait plus et elle prend la décision de lâcher un certain nombre d'items et bon, elle repart et elle revient et il se passe un certain nombre de séances de coaching avant qu'elle dise mais j'y arrive pas à lâcher. En fait, j'arrive pas à lâcher ce poste-là. En termes d'écologie, en allant plus avant sur finalement, qu'est-ce qui doit se passer pour que vous réussissiez à lâcher? Parce que c'était une entreprise, j'allais dire, je vous parle d'un exemple qui a une bonne dizaine d'années, normal, vous voyez, pas normalement, qui demandait des résultats, mais qui, avec un climat moyen, mais pas pourri, elle était pas maltraitée, vous voyez, et elle n'arrivait pas en fait à les quitter pour aller postuler sur d'autres postes. Et c'est en allant balayer l'écologie, et notamment en l'interrogeant sur les métaprogrammes, je ne sais pas si ça vous parle. Les métaprogrammes, c'est comment je me motive? Est-ce que je vais vers un nouveau projet? Donc, est-ce qu'il faut qu'on travaille vraiment le projet suivant? Ou est-ce qu'il faut que la goutte d'eau fasse déborder le vase dans le poste actuel pour que je puisse lâcher mon poste? Ça s'appelle aller vers ou s'éloigner d'eux. Et donc, en l'interrogeant sur ce qu'il fallait que l'entreprise fasse pour qu'elle décide de partir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de goutte d'eau possible. C'est-à-dire qu'elle avait une capacité d'absorption de ce qui lui était proposé qui fait qu'elle ne quitterait jamais son entreprise. Et donc, la prise de décision là, ça a été de prendre la décision d'arrêter de penser qu'elle allait quitter son entreprise. Vous me suivez? Mais dans tous les cas, c'est une prise de décision. Hein, soit je décide de quitter mon entreprise, soit je décide de rester. Et une fois qu'elle a fait cette prise de décision, alors elle a pu restructurer. Donc, si je reprends vous voyez, donc en prenant la décision, elle a pu restructurer et elle s'est mise à chercher à l'intérieur de son entreprise un autre type de poste pour poursuivre le rêve qui était de rester en équilibre dans sa vie familiale. C'était ça le rêve. Il n'était pas dans le professionnel. D'accord? Donc, pour répondre à la question, donc 80% des clients arrivent dans Gérer le marasme. On a des personnes qui nous arrivent soit avant le cocooning, soit après le cocooning, mais plutôt après le cocooning. Donc, quand quelqu'un est après le cocooning, donc souvent, quand la personne est vraiment dans le cocooning, je ne sais pas si vous avez déjà vécu le cocooning, si ça vous évoque quelque chose, c'est vraiment une période de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où on a envie on est en énergie lente, pas basse, mais lente. Fatia. J'en sors. Ah Je suis ben, entre cocooning et l'étape suivante. voilà. Et donc, du coup, quand on sort de cette étape-là, là, on peut aller demander de l'aide. On peut aller demander de l'aide à un coach ou à un thérapeute d'ailleurs, parce qu'on se dit, bon, là, quand même, il y a une forme d'inquiétude, quoi. Hein. Ça a duré longtemps. Et puis maintenant, j'ai envie de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Donc, les personnes qui viennent nous voir en sortie de cocooning, en début d'expérimentation, pour répondre à la question de Stéphane, elles demandent des permissions. C'est-à-dire que vous avez la permission d'aller expérimenter. Elles demandent une permission que l'environnement ne donne pas. Parce que l'environnement, il dit, bon, bah, maintenant que tu n'as rien fait pendant un certain temps, il va falloir t'y coller, quoi. Hein. Donc, le rôle du coach à ce moment-là, ça va être d'aider la personne à avoir la permission d'expérimenter. Et pour catalyser, en fait, cette période-là, de l'aider à faire le point plus rapidement que si elle était toute seule sur ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Pour avoir petit à petit des morceaux de puzzle du rêve. Puisque je vous ai dit que l'expérimentation, je vous remets le truc, le cycle, l'expérimentation nourrit le rêve.
OK? Et puis ensuite, la dernière catégorie de clients qui viennent nous voir sont des personnes qui sont en lancement ou en phase plateau, mais enfin, et qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont assez seules. Donc, quand la personne est en lancement et en phase plateau, à ce moment-là, quand même, l'aide du coach, elle est assez efficace avec la PNL. Ce n'est pas vraiment le cycle de changement qui est pertinent. C'est vraiment les procédures qu'on a. Que voulez-vous? État présent, état désiré, augmenter les ressources, lever les obstacles s'il y a lieu. Vous voyez? Ça va, Stéphane? Ça vous donne des pistes? Oui, merci beaucoup. C'est super, ça me parle. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Donc, je vous passe les cadrans. Hein. Donc là, l'idée, c'est pour faire des hypothèses sur où nous sommes et où est notre client, quand on accompagne un client. Moi, j'utilise beaucoup la notion des cadrans plutôt. Alors, les cadrans, c'est quoi? C'est un regroupement de... Ah, est-ce que vous voyez bien là? Oui. Alors, il y a 4 cadrans. Donc, si je vous les fais à partir du centre, vous voyez, en haut à gauche, il y a alignement. Donc, ça, c'est la phase 1, 2, 3. Ensuite, désynchronisation, 4, 5, 6. Désengagement, c'est le 8 et puis un bout du 9. Et réintégration, là, on est en expérimentation, 10. Le rêve, plan, on est en alignement. Donc, j'ai mis 2 couleurs. Donc, il y a des couleurs rouges. En alignement et en réintégration, on a une énergie forte, globalement. Donc, l'énergie est forte et elle est tournée vers l'activité, vers faire des choses, donc vers l'extérieur. Les 2 cadrans verts, en désynchronisation et en désengagement, là, on a une énergie tournée vers l'intérieur, une énergie plus en introversion. Voilà, donc déjà, rien que quand vous voyez ça, et que vous accompagnez déjà je vais vous proposer un exercice pour vous déjà. Et quand vous accompagnez une personne et que vous la sentez plusieurs fois de suite, hein, pas seulement 5 minutes dans l'entretien, voilà, en énergie, et je fais, là on est en énergie d'alignement ou de réintégration. Quand on a quelqu'un qui est en marasme et puis que ça dure et qui se désengage et qui dit que ces week-ends, ben, voilà, elle fait plus grand-chose et qu'elle a besoin de lire et qu'elle a besoin de revenir vers ce qui est important pour elle, on est en énergie interne, en énergie d'introversion. Déjà, là, c'est vraiment flagrant, quoi, hein. Il n'y a pas besoin de se prendre vraiment la tête. Quand vous accompagnez des personnes ou même quand vous regardez votre environnement, là, ça se voit. Donc, je vous lis les cadrans. Si on prend l'alignement, l'énergie est forte. La personne a les pensées claires, j'ai les pensées claires, j'ai les émotions qui vont bien, je pose des actions, je sais où je vais, j'ai la vision d'où je vais, j'ai des projets. Quand j'ai des problèmes, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, je pose les problèmes, je les traite et j'ai la sensation d'avancer. Donc ça, c'est l'alignement, là où on aimerait être dans un monde idéal. Ça va? Quand ça commence à se désynchroniser, là, c'est un petit peu différent. L'énergie, elle est fluctuante, elle n'est pas nécessairement basse, pas nécessairement haute, mais enfin bon, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est une période où on peut avoir des conflits internes. C'est-à-dire, il y a une partie de nous qui a envie de faire quelque chose, et puis une autre partie qui a envie de faire autre chose. Et alors, ça nous fait grogner, j'ai mis grogne interne. Ça nous fait ruminer. Vous voyez, on peut avoir des états internes négatifs, on peut être plus triste que d'habitude, en colère, inquiet, et avec la sensation que rien ne va, qu'on n'est pas aligné. On peut se sentir désaligné. On peut donc être en perte de sens aussi, vous savez, en fatigué, lassitude, l'impression d'être englué dans une période qui n'est pas cool, quoi. Donc là, on est en désynchronisation. Mais la différence avec le désengagement qui va venir ensuite, c'est qu'il y a une forme de...
ah, je veux en sortir, mais j'y arrive pas. Vous voyez? Et il y a vraiment, je veux en sortir, mais j'y arrive pas. Alors j'essaye de rallumer les lampions de la face plateau, mais j'y arrive pas. Je veux en sortir, j'y arrive pas. Et donc là, quand même, c'est pour ça que les clients ils viennent plutôt là. On a besoin d'aide. souvent. Quand on est en désengagement, c'est autre chose. C'est j'ai pris la décision, c'est bon, je reviens vers moi. Donc si je me l'autorise, l'énergie est basse dans le sens de j'ai pas besoin physiquement d'aller courir le marathon, quoique ça va dépendre comment la personne est câblée. Je suis vraiment en mode je prends soin de moi, je lâche prise, j'aime me retrouver seule, j'ai besoin de réfléchir. Je me rappelle d'une cliente, alors elle était manager. Alors, une jeune fille qui vient me voir, elle avait une trentaine d'années, elle était manager de quinquagénaire dans l'industrie. Et elle venait à titre personnel, mais au départ, sa demande était professionnelle. Et en fait, cette personne était en plein marasme et elle s'est rendue compte très rapidement que ben voilà, elle allait pas, ça n'avait pas de sens là où elle en était et elle est rentrée en cocooning. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce qu'elle est rentrée en cocooning, mais elle a continué à travailler, à faire très bien son travail, parce qu'on continuait quand même à reprendre à voir comment elle pouvait se positionner par rapport à son équipe, etc. Mais alors, le week-end, elle me demandait des bouquins. Elle me disait, qu'est-ce que vous me conseillez de lire? Et donc, je lui conseillais des livres, vous savez, d'auto-coaching, enfin, de réfléchir sur ses valeurs en plus de ce qu'on faisait en coaching. Et donc, du coup, elle était à réfléchir sur elle, à lire, à écouter de la musique, à se balader toute seule, à travailler sur elle, à comprendre, à prendre du recul. Et en parallèle, elle travaillait sans problème. Donc, je vous donne cet exemple-là pour vous dire, je peux être en désengagement interne et engagé dans un poste extérieur. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, parce que souvent, il y a confusion entre ce cycle-là, qui est un cycle interne, et ce qu'on montre à l'extérieur. On peut donner l'impression de réussir n'importe où, en alignement, en désynchronisation, en désengagement ou en réintégration, n'importe où. D'accord? Donc, ça, c'est important de se le rappeler. Et cette jeune fille, bah, en fait, avec tout ce qu'elle était en train de faire et le coaching, elle s'est rendue compte assez rapidement qu'elle avait besoin de partir dans l'humanitaire. Et elle a décidé de rester 2 ans à ce poste-là. Et moi, quand je l'ai lâchée à la fin, elle sortait du cocooning et elle commençait en fait à intégrer des nouveaux réseaux, à faire des nouvelles activités en dehors du travail. Et donc, réintégration, là, de nouveau, vous voyez, on s'est désengagé, on cocoon, on se retrouve, ben voilà, on se retrouve. Et comme on se retrouve, eh ben, l'énergie, elle revient. Et je vous parlerai tout à l'heure de ce mouvement. En fait, là en bas, il y a quand même un mouvement de machine à laver. C'est-à-dire, il y a des moments où je me désengage, je commence à sortir, hop, j'expérimente. Oh là, mon Dieu, il y a trop d'activités. Hop, je retourne dans mon cocooning. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Donc, ce mouvement-là, on peut l'avoir. Hein. Désengagement, réintégration, hop, je sors, je reviens en cocooning. Donc, ce mouvement de balancier, on l'a. Et à un moment, en fait, hop, je me retrouve en réintégration réellement. Et là, il y a une nouvelle énergie. Quand on est en réintégration, en expérimentation notamment, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses, on a envie de tester, de jouer, d'accord? D'intégrer de nouvelles activités, de faire des choses complètement folles. Et en fait, on a une énergie énorme. Je me rappelle, moi, j'ai créé mon entreprise en 2000 en expérimentation. On me voyait partout. J'étais à 50 ans en Yvelines. On me voyait dans toutes les soirées. La journée, je travaillais. Le soir, j'étais à la maison quand même, enfin tard. J'avais une énergie de folle. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Et voilà. Donc, les énergies, enfin, globalement, ces 4 cadrans sont très intéressants parce que quand vous devez soit vous positionner, soit accompagner quelqu'un, il y a des vraies différences significatives. Alors, je vais arrêter le partage pour voir si vous avez des questions dans la discussion. Alors, avez-vous des questions? Donc, le cycle des 4 cadrans, il fonctionne automatiquement dans le sens des flèches, comme dans le schéma. Oui.
Alors, il fonctionne dans le sens des flèches et en même temps, quand même, je vais le remettre pour le... Et en même temps, quand vous faites une mini-transition, ce qu'il appelle une mini-transition, vous passez au milieu, là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur ou pas. Hein, vous passez sur la ligne horizontale, là. C'est-à-dire que on passe de désynchronisation, je prends la décision de lâcher des choses, je fais une transition et je retourne, hop là, mince, et je retourne rapidement sur l'énergie forte. Et je comprends mieux le rapport avec le cycle de changement vu précédemment, où se situe chacun des différents points, et maintenant avec l'intersection qui coupe à mi-chemin. Parce que vous voyez, donc, alors là, du coup, en profite pour ponctuer. Moi, j'ai vu des clients refuser, alors qu'ils auraient dû lâcher et passer en cocooning, le refuser, parce que ce n'était pas OK pour eux de prendre du temps, etc. Restructurer. Hein. Et alors, ce qui va nous attirer, nous, en tant que coach, sur ça, c'est des gens qui font des transitions extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'ils vous font 1, 2, 3, ils restent en 3, je sais pas, quelques mois, ils passent en 4, vous voyez. Et quand vous écoutez le récit, vous vous rendez compte que la personne, elle a fait 4 mois, elle était en phase 1, 2, 3, 4 mois, et puis marasme pendant ensuite X mois. Elle repart et elle refait un lancement, une phase plateau, et elle se retrouve de nouveau en marasme. Quand vous avez des personnes, et peut-être vous, hein, peut-être nous, parce qu'on est tous pareils, on cherche à éviter le changement majeur, parce que c'est un changement majeur quand on passe par le dessous. Quand vous avez des cycles qui s'accélèrent, c'est que la personne, elle cherche à éviter le changement de type 2, le changement avec un retour au sens. Et là, nous, ça va attirer notre attention sur le fait qu'en tant que coach, il y a lieu vraiment de lui faire retravailler ses valeurs fondamentales, le sens, la vision, la mission, vous voyez, sa contribution au monde, etc. Parce que là, elle est en train de recycler. Et une amie professionnelle que je voyais recycler, en refusant en fait la période d'introversion qui était nécessaire, ben, elle a fini en burn-out sévère. Et moi, j'ai dit à mon mari, je ne l'accompagnais pas en coaching, hein, c'était une personne que je connaissais. J'ai dit, mais c'est normal, elle n'arrête pas de faire des cycles, des petits cycles, alors que là, il y a des moments où on sent dans la vie qu'il faut, faut lâcher, et puis il faut aller chercher vraiment le sens de ce qui fait qu'on est au monde, quoi. Donc, je vois que Marion a une question. Oui, merci. C'est parce que je me suis dit aussi, il y a le deuil en fait en 6. Oui. Et ça peut être parce qu'on ne veut pas aller en phase cocooning, on ne veut pas lâcher, etc. Mais ça peut être aussi parce qu'on a peur de se frotter au deuil. Oui. Non. Oui. Et oui, vous avez tout à fait raison. Et alors, du coup, ça m'amène un exemple qui est peut-être en décalage, mais je vous le donne quand même. Parce que j'ai été pendant 4 ans en pépinière d'entreprise. Donc, j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise en pépinière. Et ce que j'ai constaté, alors je vous le remets pour... ce que j'ai constaté, c'est que il y avait je fais des généralisations, mais ce n'est pas le but. Hein. Il y avait des personnes qui créaient des entreprises parce qu'elles avaient plus de 50 ans et qu'en fait, on leur disait, elles arrivaient, donc elles s'étaient fait licencier, elles arrivaient en marasme, et on leur disait, bah, écoutez, là, vous ne trouverez pas de boulot, donc il faut que vous créiez votre entreprise. Et en fait, elles ne faisaient pas le trier, classer, faire le deuil du statut de salarié, vous voyez, pour ensuite passer dans un nouveau rêve. Qu'est-ce que l'auto-entreprise m'apporterait? Lancer l'auto-entreprise et passer en phase plateau. Et comme elle faisait le deuil du deuil, j'allais dire, c'est-à-dire qu'elle zappait complètement le processus. J'ai vu des chefs d'entreprise continuer à faire comme s'ils étaient salariés alors qu'ils étaient chefs d'entreprise. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas, si on prend ce cycle-là, fait ce travail de trier, classer, de dire adieu, de revenir à soi et de vraiment rêver un nouveau projet plutôt que de rester sur l'ancien qui collait plus du tout avec le fait d'être chef d'entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous raconte. Hein.
Mais moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu qu'une fois, quoi, hein. Parce que j'ai accompagné des personnes et je l'ai vu en discutant en pépinière avec des chefs d'entreprise. Et donc, du coup, oui, vous avez raison, Marion, le fait de ne pas vouloir faire le deuil, pour des raisons X ou Y, mais souvent personnelles, hein, fait qu'on peut louper vraiment une marche et de ce fait-là, derrière, engager c'est pas une évidence de réussir le projet suivant, quoi, hein. Et du coup, pour une personne enfin, on voit essayer d'échapper au deuil, comment est-ce qu'on peut faire pour l'amener, enfin, est-ce qu'on doit l'amener délicatement vers l'idée du deuil? Enfin, comment traiter ça, du coup? Alors, attendez, je note parce qu'il y a des mains qui se lèvent, donc je note juste, je note vos noms, Stéphane, Katia, j'ai noté. Comment on l'amène? Eh ben, ça va dépendre de votre style de coaching. Vous êtes coach? Oui. D'accord. Donc, ça va dépendre de votre style de coaching, mais à un moment, la confrontation, elle est nécessaire. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas faire le deuil, elle va rester bloquée. Alors là, en plus, sur le cycle de changement, vous pouvez rajouter le cycle de deuil, hein. Le cycle de deuil, c'est le déni. Oui. Donc là, vous êtes en train de parler du déni, la personne, elle est dans le déni. Ce qui est intéressant, c'est qu'après le déni, vous vous rappelez ce qu'il y a après le déni comme émotion? L'acceptation. Ah non, il va falloir un peu. La colère. La vallée des larmes, on appelle ça, vous vous rappelez? Ah oui, la vallée de La la colère. dépression, La colère, d'accord? Donc après le déni, il y a la colère. Donc ça peut être parce que la personne a peur de la colère, Oui. d'accord? C'est pas qu'elle veuille pas faire le deuil, parce qu'en fait, quand on dit à quelqu'un, vous voulez pas faire le deuil, il va nous regarder avec des yeux comme ça, en disant, mais de quoi elle parle? Par contre, si je dis à la personne, écoutez, vous savez, de ce que je sais, c'est qu'au début, il y a le choc, et donc le corps, il réagit en disant que non, c'est pas possible, ils vont pas me licencier, par exemple. OK. Donc ça s'appelle le déni. Et après, l'étape naturelle, c'est la colère. On va être en colère contre soi parce qu'on n'a pas vu venir les choses. On va être en colère contre l'employeur, par exemple, ou contre le collègue. Et c'est normal. Donc quelqu'un qui est bloqué dans les étapes du deuil, il peut être bloqué parce que c'est trop difficile de passer l'étape d'après, parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans le déni, d'accord? Et donc, nous, en tant que coach, on va accompagner, le travail de deuil est un travail sur les émotions, on va accompagner sur la colère, contre qui vous êtes en colère, on va ensuite accompagner sur, c'est quoi l'étape d'après? La peur. Marchandage. Le marchandage, Oui. d'accord? Donc, le marchandage, on va refaire l'histoire. Et si j'avais su, et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela, d'accord? J'ai entendu les peurs, c'est ça aussi? La peur, oui, la peur, le marchandage, ouais. La peur, donc les peurs Mm. de ce qui pourrait arriver demain. Donc, on va travailler en coaching, les différentes peurs. Quels sont les différents scénarios concrets? En coaching, on est concret. C'est pas j'ai fumé la moquette. C'est vous avez peur de quoi? Eh ben, je pourrais être au chômage. OK. Et après? Et La après, je serai au chômage et Ouais. La peur de l'inconnu, ouais. oui, mais l'inconnu, nous en coaching, on rend l'inconnu connu en travaillant par option. Mm. C'est-à-dire qu'on dit, OK, au pire, il se passe quoi? Eh bien, je me retrouve sous les ponts. OK. Alors, deuxième option, c'est quoi la meilleure option? Et on travaille la meilleure option. On travaille les options intermédiaires. Et après, on demande, bon, alors, par rapport à être sous les ponts, c'est quelle est la probabilité? La personne, elle se marre. D'accord? Donc, on travaille le marchandage, on travaille les peurs. Après les peurs et le marchandage, dans le cycle de deuil, il y a quoi? La tristesse. La tristesse. On aide la personne à accueillir la tristesse. Des fois, elle le fait sans nous, hein. Et puis, ensuite, il y a l'acceptation. Donc, dans ce petit carré de l'étape 6, là, dire adieu, il y a tout ça. D'accord. Répondez à votre question, Marion? Oui, très bien. Merci. Dans la fin, dire adieu, il y a tout ça. Donc, oui, oui, c'est un vrai boulot, quoi, hein. Et là, en tant que coach, on a un vrai rôle à jouer. Très bien, merci beaucoup. Merci. Stéphane. Oui, moi j'aurais besoin que vous précisiez la distinction entre l'étape 5 et l'étape 8. Alors, allons-y. L'étape 5 et l'étape 8. Alors, l'étape 5, trier, classer. Et l'étape 8, c'est cocooning. C'est cocooning, c'est tourner vers l'intérieur et trouver ses valeurs fondamentales. Oui.
Trier et classer, c'est beaucoup plus binaire. Ah, d'accord. En fait, la personne, elle dit, ça va plus. Qu'est-ce qui va plus? Et on fait la liste. D'accord? Moi quand on est en présentiel, je les mets au paperboard et vous allez écrire tout ce qui va plus. Et il écrit. Ou elle écrit. Et on écrit. Et on écrit. Et après, en fait, on va classer parce qu'en fait, la personne, quand elle nous dit bah, ça va plus parce que mon collègue aussi. Donc, il y a la catégorie des problèmes relationnels, il y a la catégorie des problèmes financiers, il y a la catégorie de la pression, il y a la catégorie du temps. Vous voyez? Donc, en fait, là, l'étape 5, elle est basico-basique. Alors que l'étape 8, c'est vraiment soi avec soi. Et le coach peut être là pour accompagner, pour aider vraiment à donner les permissions, beaucoup en cocooning, faire un travail sur les valeurs, faire un travail sur les croyances, faire un travail sur voilà, les L'identité, rêves. les critères, etc. Ouais. Oui, oui. On Ok, peut je faire un comprends. travail de fond. Ça va, c'est plus clair? Oui, je comprends tout à fait. Merci beaucoup. Ok, super. Alors, Katia, Oui, moi j'avais une question, Odile. Donc tu décrivais en fait le phénomène de balancier entre désengagement et réintégration. Donc moi oui, ça me parlait bien. Et donc je voulais savoir aussi si entre réintégration et alignement, on peut avoir aussi ce phénomène de balancier. réintégration et alignement. Oui, donc c'est mes slides d'après, donc je vous les montre. Ah Et d'accord, ok. on fera l'exercice après, d'accord? Je vous montre. D'accord, ok. Non, c'est parce que ça me parlait bien également, donc je me disais, ben voilà, est-ce Oui. qu'il y a aussi Du ce coup, phénomène de balancier? voilà. En fait, il y a des balanciers, comme vous dites. Donc, Hmm. il y a le balancier expérimenté. Donc là, quand on est dans expérimenté, vous voyez, on a fait le cocooning. On a fait le cocooning, on était sous la couette. Voilà. À un moment, on a sorti le nez, on s'est dit qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ah bah tiens, il se passe ceci, il se passe cela. Waouh, on commence voilà, à être vraiment dans l'énergie. On y va, c'est super. Voilà, on a énormément d'énergie. On est dans l'activité. Et petit à petit, en fait, il y a des choses qu'on va, par exemple, je prenais l'exemple de coaching, mais on peut se former à la thérapie, on peut se former, je sais pas moi, au tricot, à ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on va investir, puis on va se dire, bah non, en fait, ça me plaît pas. Donc, hop, je le mets de côté. Par contre, ça me plaît. Alors ça, je le réinvestis. Donc là, on sait qu'on va passer de l'expérimentation au rêve plan. Donc ça, c'est le changement de cadran. Parce que quand vous êtes en expérimentation, ça part dans tous les sens. C'est le feu d'artifice. D'accord? À l'intérieur, tout est possible, on a envie de tout. Et à un moment, c'est comme si, voilà, on dispersait l'énergie. Et à un moment, c'est comme si, voilà, c'est beaucoup plus simple là, c'est par là que je veux aller. C'est par là. Donc, j'ai toujours autant d'énergie, mais elle se focalise, elle se centre et on va aller dans une direction qui commence à se préciser. Donc, il y a des morceaux de puzzle qui se mettent en place, il y a une direction qui est là, il y a un but qui apparaît, il y a une intention. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, du coup, ce basculement entre expérimenté et rêve plan, il se fait, j'allais dire, à notre insu. Et à un moment, on se dit, bah voilà, maintenant, je suis vraiment en rêve plan parce que je sais vraiment où je veux aller, mais j'ai moins envie d'aller un peu dans tous les sens. Ça répond à votre question, Katia, ou pas? Oui, mais par contre, tout à l'heure, en fait, ce que tu mentionnais pour désengagement, réintégration, c'est qu'il y a des allers-retours. Oui. Et en fait, c'était ça ma question, s'il y a aussi des allers-retours entre réintégration et alignement. Oui. En tout cas, moi, ça me parlerait pour moi. C'est pour ça que je Oui, pose la oui. question. Non, non, là, il y a des allers-retours. Et il y a des D'accord. allers-retours. Et là, pareil, c'est-à-dire on est plus dans l'un que dans l'autre. Ouais, Moi, il y a un d'accord. basculement. D'accord? Je me Mm. rappelle quand j'ai créé mon entreprise en 2000, j'étais en expérimentation. Et à un moment, paf, il y a un basculement. On ne sait pas trop ce qu'a fait la bascule, en tous les cas, quand on est à l'intérieur. Mais là, il y a une évidence qui fait que je vais dans cette direction et je lâche le reste. Donc, je suis Ok. obligée de trier, en fait. Alors Mm. qu'avant, je ne triais pas. Mais il y a beaucoup de basculements entre expérimenter, le rêve plan, expérimenter, le rêve plan, et à un moment, il y a une évidence qui fait qu'on y va. Ok, merci beaucoup. Ah non, oui, oui, là, il y a une bascule. Alors, du coup, je vous montre les autres.
Il y a une bascule dans le plateau et le marasme, ça je vous en ai parlé, hein. Donc la bascule, c'est que voilà, je suis en plateau, ça marche bien, tout marche bien, tout marche bien, tout marche bien, puis brusquement, désynchronisation. Ça me plaît moins. Bon, c'est de ma faute. Souvent, on va dire ça. C'est de ma faute, je ne suis pas assez motivée, on va chercher à se remotiver, on va changer de projet, on va changer d'activité, on va essayer de… Donc, il y a quelque chose de… Je suis en plateau et il y a des moments où ça ne va pas, oh, j'ai mon coup de mou, mais non, je vais me reprendre, hop, et donc je reviens en plateau, vous voyez? Et je lâche pas, non, non, je suis en plateau, je suis en plateau, je vais rester là-dedans. Et puis, oh, mais quand même, ça va pas. Et là aussi, en fait, à un moment, je lâche. D'abord, pour passer d'une étape à l'autre, il y a quelque chose qui se lâche. Je lâche et je dis, OK, ben non, en fait, ça me plaît plus. Voilà. Il y a une forme de prise de décision là, entre le plateau et le marasme sur, ben non, ça me plaît plus. Il n'y a rien à faire, ça me plaît plus. Et donc, du coup, je ne cherche plus à renouveler mon expérience, c'est plus possible. J'accepte d'être dans le marasme et une fois que j'y suis, bah, je passe trier classé hein, parce que c'est pas super cool. Ça va sur ce mouvement de bascule? Alors, donc, il y a un mouvement de bascule, je vous en ai parlé, entre dire adieu et cocooning. Parce que, donc, il y a des personnes qui vont soit zapper, dire adieu, soit dire adieu et essayer de faire une mini transition, alors qu'ils ont besoin d'une transition plus importante. Et là, entre dire adieu et cocooning, il y a vraiment j'y vais. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas me mettre en introversion comme ça. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Bon, allez, j'y vais. J'y vais, stop, j'y vais. J'en ai marre, j'y vais. Je vais travailler sur moi vraiment de fond. C'est le moment. Donc, ce mouvement de bascule, là, on est sur le cadran désynchronisation, désengagement. Il a lieu aussi. Et puis, là, bah, je vous en ai parlé. Hein, de l'intérieur vers l'extérieur, l'énergie se disperse. Donc, le balancier entre cocooning, se renouveler, qui est pas évident, là, parce qu'en fait, l'étape 9, c'est une étape où on sent que la confiance revient. Mais on n'a pas encore tout à fait envie de sortir. Vous voyez? On regarde dehors, on dit « Oh, ça a l'air pas mal, ça !» Mais l'action n'est pas encore là. Et puis, expérimenter, c'est « Allez, go, j'y vais !» Et j'ai envie d'y aller. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, il va y avoir une majorité de cocooning, je commence à sortir « Ah, ça a l'air pas mal quand même, et si je faisais ceci, cela ?» Hop, je retourne sous ma couette. Donc, une bascule où je reste plutôt en cocooning. Ensuite, on se retrouve en neuf à dire ah, quand même, ça a l'air pas mal, j'ai des choses à faire et tout, j'y vais. Hop, je reviens sous la couette. Et puis, à un moment, voilà, la confiance, la joie, le fait d'expérimenter me fait du bien et je vais rester en expérimentation à ce moment-là. Ça répond à votre question, Katia? Enfin, et plus largement, là, parce que… Oui, complètement, merci beaucoup. Là, c'est vraiment les mouvements de bascule. Et quand on accompagne ces mouvements de bascule-là, on est là beaucoup pour donner des permissions, interroger ce qui freine, interroger l'écologie, et pas que l'écologie interne, hein, écologie externe. Et votre mari, et votre femme, et vos enfants, ils en disent quoi? Et vos amis? Parce que souvent, l'environnement met des freins. Parce que la personne est en train de changer. Et là, on est en plein dans les mécanismes de changement. Donc, c'était tellement facile quand Odile, on dit ceci et elle réagit comme cela. Quand brusquement, elle se met à plus réagir pareil. Non, 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 ça va pas. Hein. Donc, l'écologie, c'est pas que interne, c'est aussi externe. Je me rappelle d'une personne qui était venue me voir, il voulait vraiment, vraiment monter son entreprise. On a travaillé une ou deux séances et puis rapidement, je lui dis, et votre femme, elle en dit quoi? Sa femme, mais elle en dormait plus. Ben, à un moment, c'est la femme ou mon nouveau projet, quoi. Hein. Bon, il a choisi la femme. Voilà. Mais ça, on est bien dans les mécanismes d'accompagnement du changement. C'est pas simple, le changement pour l'environnement. Alors, avez-vous des questions? Regarde. Oh là, mon Dieu, il est déjà 8h moins 10. Voulez-vous faire un exercice, du coup? Ça vous dit?
Oui, j'avais prévu un guidage sur les différents cadrans. Donc, pour ça, ça serait bien que vous ayez chacun, vous faites 3 papiers ou 3 post-it. Alors, si vous voulez le faire en spatial, si vous voulez vous lever et le faire en spatial, vous faites 4 post-it. Un post-it alignement, un post-it désynchronisation. Je vais vous mettre la slide. Hop, voilà. Donc, 4 post-it. Un post-it alignement, un post-it désynchronisation, un post-it désengagement et un post-it réintégration. Et si vous ne voulez pas vous lever et que vous voulez faire ça assis, vous dessinez ces quatre zones. Et moi, je vais vous guider. Et l'idée, ça va être de se positionner dans l'absolu dans chaque cadran. Bon, je ne vous dis pas tout. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Alors, pour ceux qui veulent, vous vous levez. Vous mettez les post-it au sol. Pour ceux qui restent assis, ben, vous avez vos 4 zones. Vous pouvez éteindre les caméras, vous pouvez les laisser allumer, c'est comme vous voulez. Alors, comme je ne vous vois plus, je regarde quand même. Donc, pour ceux qui veulent se lever, vous vous levez. Vous mettez les post-it au sol, tout le monde reste assis. Bon, allez. Alors, voilà ce que je vais vous proposer. Prenez le temps. On va commencer avec le post-it désynchronisation pour ne pas terminer par le négatif. D'accord? Donc, vous vous mettez dans la désynchronisation. Ça veut dire quoi? Prenez le temps déjà de vous installer dans cette zone de désynchronisation. C'est le genre de moment où on n'a pas toujours le moral, où on est là, on ne sait plus trop ce qu'on veut. On a des fois d'énergie, des fois pas d'énergie. On ne sait plus trop nécessairement où on va. C'est possible de grogner contre soi. C'est possible de se sentir désaligné, désynchronisé. C'est possible aussi d'être fatigué et dans de la lassitude. Vous pouvez vous sentir peut-être des fois en colère ou énervé, triste peut-être. En tous les cas, l'impression d'être englué, de ne pas être dans un bon mood, quoi. Et vraiment, c'est pas un moment sympa, cette période de désynchronisation. On ne se sent pas particulièrement bien, pas particulièrement satisfait. Et quand vous êtes là-dedans, maintenant, demandez-vous en quoi ce cadran de désynchronisation résonne avec ce que vous vivez actuellement. En quoi est-ce que ça résonne avec ce que je vis actuellement? Sur une échelle de 0, ça ne résonne pas du tout, à 10, ça résonne totalement. Prenez le temps de vous dire, par rapport à la désynchronisation, ça résonne de 0 à 10, pour moi. Vous mémorisez, vous notez, voilà, ça résonne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça résonne. Ou ça ne résonne pas du tout, 0. OK? Alors, si vous êtes debout, vous changez de post-it. Vous passez en désengagement. Et si vous êtes assis, vous vous secouez un peu de façon à passer dans l'énergie suivante de désengagement. Donc là, c'est une énergie, une période où vous êtes plutôt en introversion, plutôt tourné vers vous, avec envie de lâcher prise, de vous retrouver, d'être vraiment dans quel sens ça a pour moi tout ça? Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? J'ai envie de comprendre, j'ai envie de prendre du recul, j'ai envie de ralentir le temps. J'ai envie d'être seule, d'être tranquille,
à mon rythme, de me mettre sous la couette. Je suis vraiment dans le lâcher-prise. Et comme tout à l'heure, vous demandez-vous en quoi ce cadran résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que ça résonne beaucoup, 10? Est-ce que ça résonne pas du tout? Pas du tout le non, 0. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Positionnez-vous. Super. Et vous notez, voilà, ça résonne à temps pour moi. Je me le note pour moi aussi. Je fais en même temps l'exercice. Alors, maintenant, vous allez passer en réintégration. Alors, si vous êtes debout, vous changez de post-it. Si vous êtes assis, je vous conseille de vous lever juste 2 minutes pour repartir sur une autre énergie. Parce que là, on quitte le désengagement. Et on va aller vers une énergie de réintégration. Vous vous installez sur le cadran réintégration, pardon. Et là, c'est un moment, ce sont des moments où nous avons beaucoup d'énergie. Nous avons envie d'agir, de faire des choses, d'expérimenter. Il y a beaucoup d'énergie, j'ai envie de tester, j'ai envie de jouer, j'ai envie de voir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, de gérer des nouveaux réseaux. C'est le jeu, en fait. Je le fais pas nécessairement dans du long terme. C'est juste pour voir, juste pour tester. Vraiment, une énergie très haute. Beaucoup d'expérimentation, faire plein de choses. Et là, demandez-vous en quoi ce cadran résonne avec ce que vous vivez actuellement. Pas du tout, 0, complètement, 10. À combien est-ce que vous êtes sur expérimentation, réintégration? Entre 0 et 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le tiercé. Et maintenant, je vais vous proposer le 4e cadran, le cadran d'alignement. Donc, quand vous êtes debout, vous changez de post-it. Quand vous êtes assis, vous pouvez faire un état séparateur. Et là, l'alignement, c'est un moment où il y a du sens. Vous savez où vous allez. Vous êtes dans l'action. La route est claire. Les objectifs vont être posés. Quand il y a des problèmes, vous les résolvez. Vous avez la sensation d'avancer. Vous ressentez plutôt des émotions d'énergie, de dynamisme. Les pensées sont claires. Vous savez où vous allez. Le chemin est tracé. Et le but, la vision, la contribution, ma contribution à plus grand que moi, est claire pour moi. Je sais où je vais. Je sais à quoi je sers. Je sais quel est le sens de ce que je fais. Et là, vous pouvez vous demander en quoi ce cadran résonne avec ce que vous vivez aujourd'hui. Sur une échelle de 0, pas du tout, à 10, ça résonne totalement. Est-ce que vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 0? Et vous posez la notation. Voilà, et donc nous arrivons à la fin de cet exercice et on parle souvent de position méta. Donc en position méta, pour ceux qui sont debout, vous sortez des post-it, vous vous mettez en observation et vous vous remémorez voilà, les échelles que vous avez posées sur désynchronisation, désengagement, réintégration, alignement. Et à partir de la position méta, donc pour ceux qui sont assis à partir de votre siège, qu'est-ce que ça dit de ce que vous vivez, de la période dans laquelle vous êtes? Est-ce que ça vous paraît rejoindre là où vous en êtes aujourd'hui, ou est-ce que ça vous surprend, ou est-ce que ça vous étonne?
Et peut-être vous demandez-vous quelle est l'étape suivante. Et donc, vous pouvez regarder le cadran suivant, si ça vous aide à imaginer l'étape suivante. Voilà, donc c'était l'exercice que je voulais vous proposer pour ressentir, expérimenter ce cadran au travers des 4 cadrans, justement. Alors, si vous voulez partager, soit en levant la main, soit via le chat, c'est avec grand plaisir. Oui, Fatia. Oui, merci Odile. Je me suis retenue de poser la question juste avant l'exercice, qui était de demander est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de parcours type pour situer la personne, et c'est encore mieux de le vivre en vrai. Et j'ai trouvé, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, je parlais de cocooning. Alors j'ai du mal à mettre des notes qui séparent les différents niveaux. Il y en a 2 qui se sont bien dégagés et je suis définitivement dans le désengagement. D'accord. Désengagement Voilà, ouais. donc Donc, ouais, j'attends, j'espère, tirer plus vers donc la bascule vers l'avant pour retrouver l'énergie, parce que je me donne le temps, sans rentrer trop dans les détails. J'étais en réflexion de quitter mon emploi quand c'est arrivé, quelque part, même si c'est arrivé 6 mois après. Donc, ça a confirmé là où j'allais. J'avais commencé ma formation en coaching, donc ça m'a donné l'élan dont j'avais besoin, la validation intérieure quelque part, même si elle venait de l'extérieur. Et là, depuis 1 an et demi, j'ai fait tout ce travail-là sur moi, de prendre le temps, entre autres, et j'avais vraiment pas l'énergie. Et là, concrètement, de m'être donné ça, de me faire confiance et de me dire, oui, il y a un moment où je me connais suffisamment pour dire, à un moment donné, il y a un déclic qui va s'opérer et je laisse juste le travail se faire. C'est génial. Ah oui, bravo. C'est cool. Voilà. Merci, Fatia, pour votre témoignage. Merci. Marion. Merci pour cet exercice. Moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que suivant les cadrans, ça s'éveillait en moi, mais sur différents aspects de ma vie. Oui. Et voilà. Et du coup, je me suis demandé un petit peu quand on propose le protocole, est-ce que c'était ça, est-ce qu'il fallait partir librement, accepter ce qui nous venait, et puis voilà, ou est-ce que l'idée, c'est de rester sur un même domaine de notre vie pour les 4 cadrans? Non, là, l'idée, c'était vraiment… Alors, ce n'est pas un exercice que je propose aux coachés. Hein. D'accord. C'est un exercice plus de formation, on va dire. Ok. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter à l'intérieur les différences des cadrans. D'accord. D'accord. Et ensuite, on a assez souvent la question de, en professionnel, je suis en marasme, mais en personnel, je suis en lancement, par exemple, Et voilà. en familial. Donc ça, on l'a assez souvent. Et moi, la réponse que je donne, c'est que qu'est-ce qui est prépondérant? Quelle est l'énergie, c'est pour ça que je parle d'énergie qui est prépondérante dans votre vie? Quand vous vous levez le matin, d'accord? Vous vous levez le matin comment? Donc, est-ce que je me lève avec de l'énergie et puis bon, par contre, il faut aller au boulot, ou alors est-ce que je me lève, j'ai pas d'énergie, mais pas qu'un matin, vous voyez, plusieurs matins de suite. Donc, c'est ça qui va attirer mon attention. Donc, je peux avoir, par exemple, quelqu'un qui est en lancement et qui perd sa maman. Donc, la personne, c'est normal, elle va traverser un deuil. Ça ne l'amène pas dans le deuil de Hudson, ça l'amène dans le deuil de la personne. Après, c'est possible que si elle était elle-même en marasme, du coup, les deuils se combinent, vous voyez. Alors là, ça fait un effet bœuf. Mais par contre, si je suis en lancement et que j'ai un deuil à faire, je vais prendre le temps du deuil parce que c'est normal. Donc, la tristesse, elle va être là quelque temps. Mais ce n'est pas pour autant que je quitte le lancement. Et je peux après être en phase plateau. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, quand je fais faire l'exercice, vous avez des situations qui peuvent venir dans un cadran ou dans l'autre de différents moments de vie actuels. Et on va se demander, quand on cherche à se positionner aujourd'hui, finalement, dans quel cadran globalement je me situe, pas un jour, mais l'ensemble des jours du mois, par exemple. Si je faisais une moyenne, ce qu'on vient de faire.
Donc, et donc là, en moyenne, je suis quand même plutôt à tel endroit. Et donc, ça me donne les pistes pour en sortir si je veux en sortir. D'accord. Je suis claire, Marion, ou pas? Oui, 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 oui. Après, ce que je pensais, c'est peut-être aussi suivant. Par exemple, moi, il y a 3 domaines de vie, le boulot, les enfants, enfin, donc professionnel, parental et amoureux. Et en fait, je me dis, on peut aussi peut-être avoir des boucles différentes dans chaque domaine qui jouent, qui travaillent en même temps, en fait. Bah, moi, je ne crois pas qu'on soit. Oui, oui et non. Oui, c'est-à-dire que oui, on pourrait prendre le cycle sur chaque domaine de vie. Et non, parce que on n'est pas compartimenté. On le sait bien. Si par exemple, ça va très mal au boulot, à un moment, il y a des risques que ça aille mal dans la famille, ou dans Oui. le couple, ou dans. Vous voyez? Donc, moi, la question que je pose aux clients, c'est plutôt quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Quelles sont, c'est les questions vraiment basiques hein, qu'on connaît en PNL. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Et Oui. si les valeurs qui ressortent, qui sont les plus importantes pour la personne, je vais déjà les basculer en action concrète. Comment, par exemple, si je dis ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, c'est la liberté. OK. Comment savez-vous concrètement que vous avez de la liberté en milieu professionnel? Pas la peine de me poser la question, j'en ai pas. Comment savez-vous concrètement que vous avez de la liberté à titre personnel? Ah, j'ai plein de réponses. Comment savez-vous concrètement que vous avez de la liberté à titre familial? J'ai plein de réponses. Comment concrètement vous savez que vous avez de la liberté à titre social, professionnel, social, amical? J'ai plein de réponses. Alors là, je suis en train de me dire, en tant que coach, de faire l'hypothèse que ces valeurs fondamentales sont suffisamment nourries par d'autres domaines que le professionnel, qui fait que la personne n'est pas en marasme, même si professionnellement, c'est le marasme et qu'on va utiliser à ce moment-là le cycle pour trier, classer, dire adieu, etc. Mais que structurellement, la personne n'est pas en marasme. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 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 très bien, merci beaucoup. Donc, je fais la distinction entre ce cycle qui est un cycle structurel au départ et fonctionnel, la fonctionnalité du travail, par exemple, qui peut être en décalage, mais qui n'amène pas nécessairement en basculement la personne dans le marasme au sens global. Ok, très bien, merci beaucoup. Mais c'est passionnant, ce cycle est passionnant. Si je peux me permettre d'ajouter, moi j'aime bien la notion d'énergie. Juste l'énergie, elle englobe tout le reste. Quelle énergie j'ai pour m'occuper de moi? Quand je me lève effectivement le matin, moi je me reconnais complètement dans le matin, à un moment donné, c'était complètement perte de sens. Pourquoi je me lèverais? J'ai pas de travail, je me construis mon activité, etc. Mais donc plein de liberté. Donc j'ai pas à me plaindre d'un côté, mais de l'autre côté, quand est-ce que ça va se mettre à tourner? Parce que si je continue comme ça va pas le faire. Donc cette notion d'énergie, moi pour moi, elle me parle complètement. Et de dire, je suis là, je suis dans une espèce de. Alors, je reviens sur moi, tout est ralenti parce que je dois accueillir un certain nombre de choses et je dois redéfinir. Il y a cette idée de changement de valeur, en tout cas, changement, aller sur peut-être des valeurs qui vont me motiver autrement par rapport au gros changement que je viens de subir, qui est le deuxième dans ma vie, qui est de cet ordre-là ou de cette amplitude-là. Et l'énergie, pour moi, elle dit tout. Oui. Voilà. Alors, moi, je distingue 4 types d'énergie, hein, parce que je suis formée en tant qu'énergéticienne. Donc, il y a l'énergie physique. Donc, ça, je sais que j'ai l'énergie physique ou j'en ai pas, quoi, hein, c'est l'énergie vitale. Hein. Ensuite, il y a l'énergie. Donc, je peux avoir de l'énergie physique, mais pas avoir d'énergie émotionnelle. C'est-à-dire que émotionnellement, j'ai été très secouée. Et donc, du coup, physiquement, ça va, mais émotionnellement, c'est chaud, quoi. Hein. J'ai beaucoup d'émotions qui culbutent à l'intérieur, c'est un peu le chaos, etc. Alors, vous allez me dire que si vraiment c'est le chaos émotionnel, à un moment, l'énergie physique va en prendre un coup. Donc, les types d'énergie s'imbriquent, hein, s'intriquent. Il y a l'énergie mentale. Est-ce que j'ai la pensée claire? Je sais me poser les questions, les problèmes, résoudre les problèmes, définir mes objectifs? Ou est-ce que je suis en charge mentale telle que j'arrive plus à prioriser, j'en peux plus? On parle de charge mentale. Hein. Je suis en pétage de plomb parce que vraiment entre maman, parents d'élèves, professionnels, conjointes, les cadeaux pour Noël, j'en peux plus. D'accord? Donc ça, c'est de la surcharge mentale.
Donc l'énergie mentale, quand on a moins d'énergie mentale, là aussi, ça peut avoir un impact sur l'énergie émotionnelle et sur l'énergie physique. Et puis ensuite, moi, je parle d'énergie spirituelle, c'est-à-dire que ça a du sens, que ça n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, à un moment, ça impacte les autres aussi. Et en fait, je ne dis pas ça aux clients, je ne parle pas d'énergie parce que ce n'est pas leur monde, je parle de fatigue. Quand ils me disent je suis fatiguée, je leur dis ok, quel type de fatigue? C'est de la fatigue physique, de la fatigue mentale, de la fatigue émotionnelle ou de la fatigue de spirituelle, de sens, de manque de sens. Et là, les gens y répondent très facilement. Hein, mais effectivement, c'est l'énergie va là où va la pensée, hein, c'est ce qu'on dit dans les techniques énergétiques. Donc du coup, si je prête attention, si on est en marasme, pour reboucler avec le Hudson, si on est en marasme et qu'on ne cherche pas à en sortir et qu'on est là, oh le monde va mal, je suis foutu, que voulez-vous que je fasse avec ce qui se passe au niveau mondial, etc. Et ben l'énergie va là où la pensée va, je nourris en fait mon état. Alors que quand je suis dans une énergie où je vais plutôt prêter attention à ce qui va bien, donc dans les métaprogrammes match plutôt que mismatch, vous voyez, voilà ce qui va bien, m'obliger en fait, c'est la pensée positive, hein, c'est la méthode Coué. C'est je m'oblige à être plutôt sur le cadran, les cadrans 1, enfin le cadran d'alignement, par exemple. Alors à ce moment-là, je nourris naturellement une énergie beaucoup plus saine pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en empathie avec ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire que j'ai vraiment besoin de me préserver moi et donc du coup de continuer en énergétique, on dit à vibrer haut, quoi, hein, c'est-à-dire à être dans des vibrations qui vont pouvoir soutenir le monde et nos clients, ils ont besoin qu'on soit dans des vibrations hautes, des vibrations positives, des vibrations de bienveillance, on en parle en coaching, d'engagement, du fait que c'est possible de changer. Si je pense que c'est plus possible de changer, c'est cuit, quoi, hein. Il faut changer de métier. Bon, comme vous voyez, c'est bon, j'ai pris mon cheval blanc et je suis partie là. C'est important. Oui, merci d'avoir clarifié ces différents types d'énergie. Pour ma part, je suis sortie de l'énergie, de la charge mentale que j'arrivais pas à situer et c'est en me faisant coacher que après coup, comme on travaille aussi entre les séances, n'est-ce pas, que j'ai mis le doigt dessus en disant ah mais je sais que je suis fatiguée, mais en fait c'est pas là, c'est là. Voilà, Et j'arrive plus à gérer, etc. C'est ce qui m'a permis de sortir de la désynchronisation pour entrer dans le désengagement, en fait. Voilà. Bravo, bravo. Non, mais c'est super. Merci beaucoup pour toutes ces Merci. clarifications. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que on m'avait dit qu'il faut avoir terminé à 8 heures, donc là, j'ai dépassé de 10 minutes déjà. Avez-vous des questions complémentaires? Oui, Moi, je voudrais te remercier, Odile, pour Attends, cette il y a exposé André, il y a magnifique. Stéphane qui avait ouais, une juste question. peut-être si on veut poursuivre au-delà de ça, si tu avais, c'est quoi éventuellement les livres que tu... Parce que je trouve ça extraordinaire, hein, ce que tu racontes. Je pense que ça peut apporter énormément, enfin, j'en suis même certain, en coaching. S'il y avait pour poursuivre, je ne sais pas moi, un ouvrage particulier, est-ce que c'est celui de Jen Turner dont tu parlais tout à l'heure? Je ne suis Oui, pas sûr qu'on le trouve encore. avec le modèle d'Hudson, donc je donnerai les références à André. D'accord? D'accord. Enfin, André et Marie-Christine, pardon. Ouais. Je donnerai les références pour qu'ils vous les passent. Mais donc, pour les coachs, il y a quand même ce bouquin, La pratique du coaching. Oui. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vente, celui-là, parce que c'est un bouquin quand même des années 2006. Hein. Donc, je ne suis pas sûre qu'il est réédité, mais je vous enverrai des livres. C'est effectivement Bernard Evans, John Turner qui ont écrit sur ça et qui ont vraiment, comme sont des pénalistes, ils ont modélisé vraiment ce qui se passait à l'intérieur des cycles. Et c'est passionnant. Donc, vous pouvez aller lire et puis le faire sur vous et vous verrez, ça marche bien, quoi. Donc, dans le livre La pratique du coaching, on trouve ce cycle-là? On trouve quoi dans la pratique du coaching? Le cycle d'Hudson, tu disais qu'ils ont modélisé. Oui, ils appellent ça le cycle de changement, je crois, hein. Oui. Ouais, parce qu'en fait, il est dispo a priori, hein, je le vois dispo là. D'accord. Comment construire et mener la relation, pratique du coaching. Oui, et puis j'enverrai, il y a une question, j'enverrai les slides aussi à Marie-Christine et André, d'accord?
Donc, vous D'accord. aurez les slides, vous aurez le replay si vous avez besoin de reprendre les questions. Et Oui. puis, je vous enverrai quelques liens sur les livres existants. D'accord, super, merci beaucoup. D'accord? Mhm. Bah, écoutez, nous arrivons à la fin de cette soirée. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Énorme. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci beaucoup, Odile. infiniment. Merci pour cet exposé clair et complet et que tu nous as fait vivre la rue de Hudson, chacun. Et ça, c'est magnifique. En si peu de temps, arriver à cette performance, c'est extraordinaire. Merci, Odile. À très bientôt, j'espère. Merci André, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne Merci. Au revoir, bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à toi, Odile. Bah, avec plaisir, Marie-Christine. C'était un plaisir de vous retrouver tous. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, merci mille fois. Au revoir. Je vais arrêter.